Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tremate, tremate, le streghe son tornate. Tremate, tremate, le streghe son tornate. Le 8 mars 1972, à Rome, plus de 20 000 femmes déboulent sur le Campo dei Fiori. Elles scandent ce slogan qui bientôt s'impose sur les murs et les banderoles comme le cri de ralliement des féministes. Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour. Elles occupent la place. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. Le Campo dei Fiori est la seule place de Rome dépourvue d'église, dominée qu'elle est par le noir reproche de la statue de Giordano Bruno. Seul et droit, encapuchonné, les mains croisé sur son livre, il nous toise à l'endroit même où il fut brûlé pour hérésie le 16 février 1600. À Bruno, il secolo da lui divinato, à Bruno, le siècle par lui divinisé, proclame le piédestal sur lequel il se hisse depuis que le sculpteur Ettore Ferrari l'y a érigé en 1889 pour protester contre l'encyclique de Léon XIII, Humanum Genum, qui condamnait le relativisme philosophique en le ramenant à l'influence de la franc-maçonnerie. C'est ce lieu symbolique de la résistance populaire à l'oppression de l'Église romaine qui, le 8 mars 1972, journée internationale des femmes, tremble du retour des sorcières. Elles sont menées par l'actrice et féministe états-unienne Jane Fonda, symbole de la lutte pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam, et s'oppose aux forces de police qui chargent le cortège. Le sang coule. Alma Sabatini, présidente du mouvement de libération des femmes, ayant notamment lutter contre le sexisme de la langue italienne, admettant, comme le français d'ailleurs, l'emploi du masculin à double sens, puisqu'il désigne à la fois ce qui s'oppose au féminin et ce qui le neutralise. Alma Sabatini, donc, est blessée à la tête. Et dès le lendemain, le Corriere della Sera la traite, le mot est lâché, d'hystérique, rappelant que la place des femmes est à la maison, donna a casa. Mais c'est trop tard, elles sont dans la place. Tornare nella piazza sera désormais le mot d'ordre de la lutte des femmes qui, dans le sillage de mai 68, cherchent à se rendre visibles et actives dans l'espace public. Et c'est d'ailleurs bien affaire d'emplacement et de puissance d'agir, comme le donne à voir, 4 ans plus tard, le film de Delphine Seyrig et Yona Wider, « Où est-ce qu'on se met ?» M-A-I, reprenant l'un des slogans des militantes féministes lors de la manifestation du 1er mai 1976 à Paris, où elles avaient été mises à l'écart par le service d'ordre de la CGT, estimant qu'elles n'y avaient pas leur place. Et dans ce film, on les voit opposer aux militants de la CGT une pancarte où l'on lit « Les sorcières soignent aussi les maux d'ordre MAUX ». Le conflit, on le voit, passe à l'intérieur du monde militant, et si ce groupe féministe qui se faisait appeler les insoumises ou les muses s'amusent, reprennent à leur compte la force joyeusement subversive des jeux de langage des situationnistes, toute la question, en tout cas celle que je vous propose de poser aujourd'hui, est de savoir si l'on ne se paye pas de mots en convoquant l'histoire des sorcières dans les luttes d'aujourd'hui, les luttes pour l'émancipation. Tremate, tremate, le streghe son tornate. Et les sorcières reviennent, c'est entendu, comme ces jeunes féministes du Witch Bloc qui arborent leur chapeau noir et pointu d'Halloween pour appeler à mettre Macron au chaudron. Elles sont désormais sur le devant de la scène. Or, cette scène est politique puisque le mythe contemporain de la sorcière va chercher dans le passé historique, ou plutôt dans sa matière passée au filtre de la culture populaire, une ressource de mobilisation, d'identification, d'encouragement
pour des femmes qui entendent revendiquer leurs droits sur leur corps, sur leur sexualité, sur leur âge, revendiquant en même temps le droit à la jeunesse et le droit à la vieillesse, mais aussi sur leur puissance d'agir. Mais si l'ordre patriarcal est censé trembler à la nouvelle du retour des sorcières, chacune et chacun est en droit de se poser la question: qui sont ces sorcières qui reviennent? Celles qu'on a persécutées en Europe depuis le XVe siècle, ou celles qu'on s'imagine aujourd'hui, depuis elles, leur avoir succédé pour venger leur mort sur le bûcher. En 2024 est paru aux éditions Libertalia un petit livre courageux, mobilisant avec humour les savoirs historiens sur cette question. Sorcières et sorciers, histoire et mythe. Le titre affirme nettement son ambition de faire la part entre le passé historique et la construction de la mythographie contemporaine. Mais c'est peut-être son sous-titre qui m'intéresse davantage, « Lettre aux jeunes féministes », car son autrice est Michèle Zancarini-Fournel, historienne de mai 68 et des mouvements sociaux, pionnière de l'histoire des féminismes, qu'elle a décrit avec Florence Rochefort et Bibia Pavard dans leur grande synthèse parue en 2020 sous le titre « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qu'elle a décrit donc dans sa autre slogan de 68, qu'elle a décrit donc dans sa complexité et dans la conflictualité générationnelle qui la compose. Or, tout, en effet, est affaire de méthode et de génération. Si Michèle Zancarini-Fournel écrit une lettre à de jeunes féministes, c'est parce qu'elle ne peut se résoudre à les voir manipuler un passé falsifié, allant puiser dans l'histoire, comme on a un magasin de curiosités, ce qui peut ressembler à nos hantises, à nos élans, ou simplement à nos besoins tactiques pour les luttes politiques. On comprend pourquoi l'on peut être tenté d'user d'histoires exemplaires à rebrousse-poil en compilant, en complétant le tableau de nos légendes nationales, en y faisant surgir quelques culottées, ces femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, dessinées par Pénélope Bagieux. On favorise alors assurément l'identification émotionnelle à des personnages historiques susceptibles d'éveiller les consciences. Encore faut-il que ces personnages historiques le soient réellement et qu'on ne se contente pas de quelques approximations tactiques pour aller chercher dans le passé ce que Lucien Febvre appelait une vérité à son usage exclusif, une vérité à sa ressemblance et à sa seule convenance. C'était en 1920, dans l'Histoire dans un monde en ruine, ce grand texte du désenchantement énergique, à la fois mélancolique et prophétique. Certes, il peut être tentant d'horripiler les réactionnaires. Je parlais d'une histoire à rebrousse-poil, c'est ce que cela veut dire exactement, ne pas brosser son poil trop luisant, écrivait Walter Benjamin. On ferait alors, avec Louise Michel, ce qu'ils font de Jeanne d'Arc, un usage désinvolte et narcissique. C'est un petit plaisir coupable, mais qui peut être dangereux, car en compromettant les règles du métier, ou simplement en composant avec elles, on risque toujours de tout perdre. Que restera-t-il aux historiennes et aux historiens face aux manipulateurs du passé s'ils ne s'opposent pas à leur méthode sans remords, ni relâche, ni compromis, intraitablement? Telle est, je crois, la position de Michèle Zancarini-Fournel, qu'elle expose avec plus de tact et de compréhension que je ne le fais ici, conciliant avec élégance ces deux vertus historiennes qu'il est difficile de manier ensemble, mais qui ne s'opposent pas pour autant, le sens de l'ironie et le devoir de l'engagement.
Voilà pourquoi le livre salutaire de Michel Zancarini-Fournel m'encourage aujourd'hui à aborder la question difficile de notre mythologie contemporaine de la chasse aux sorcières et de son lien avec l'histoire. Elle est moralement et méthodologiquement difficile car elle engage des questions générales que je crois décisives pour la discipline historique et pour son inscription sociale, alors qu'elles sont pourtant rarement abordées par une épistémologie savante et, il faut le dire, souvent hautaine. La question du rapport entre les savoirs académiques, leur réception et les valeurs partagées de la pop culture, celle du tournant émotionnel de l'écriture de l'histoire, faisant parfois croire qu'il suffit de ressentir pour éprouver le vrai et que la sincérité vaut preuve dès lors qu'on peut affirmer haut et fort qu'on se retrouve dans le passé. On s'y retrouve tout entier, vraiment, la sorcière, c'est moi, et me voici donc du bon côté de l'histoire. Prêt à recevoir des bénéfices et des gratifications. On pourrait d'ailleurs se demander si l'on a vraiment besoin de médiévistes pour parler de la chasse aux sorcières et si celle-ci, en tant qu'elle a accédé au rang de grand mythe du contemporain, ne ressort pas davantage de l'histoire contemporaine. Une histoire des luttes et des imaginaires, à partir de laquelle on devrait s'interroger sur la disponibilité du passé. Si l'on revient sur le Campo dei Fiori le 8 mars 1972, on retrouverait ainsi notre question, mais déplacée. Les sorcières reviennent, mais d'où reviennent-elles ? Sans doute du monde magique d'Ernesto de Martino, explorant en 1948 l'ethnologie des pratiques de divination, de conjuration, de lamentation funèbre, de possession diabolique et de guérison magique dans les arrière-pays paysans de Lucanie. Mais ces survivances d'une sorcellerie rurale faisaient rejouer les mots, les morts, les sorts, pour reprendre le titre du livre inoubliable que Jeanne Favret-Saada consacra en 1977 à la sorcellerie dans le bocage normand, se mêlant alors aux souvenirs historiques des premières persécutions de sorcières des années 1420-1430 dans les vallées alpines et dans le pays de Vaud, ces premières persécutions dont les ethnologues collectaient la transmission orale depuis 1968, notamment à l'université de Turin, qui en organisait des performances publiques à base de lectures, de témoignages et d'archives. Le temps est alors au combat pour l'avortement et la contraception, et c'est dans ce contexte qu'émerge l'idée que les sorcières auraient été des guérisseuses et des sages-femmes ayant accumulé un savoir sur le corps féminin dont les hommes ont voulu les déposséder, la chasse aux sorcières accompagnant alors la médicalisation, donc la masculinisation de l'accouchement. Dès lors, les femmes n'ont plus d'autre choix que d'être, selon leur rang social, fragiles ou contagieuses. Cette thèse a beau être frappante, il faut rappeler qu'elle n'est nullement attestée historiquement, ce qui ne l'empêche pas d'être régulièrement assénée depuis le livre de deux journalistes américaines, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, paru en 1973 sous le titre « Sorcières, sages-femmes et infirmières ». Une nouvelle traduction française avec une postface des autrices a été publiée en 2016 chez Cambourakis dans la collection qui s'appelle justement « Sorcières ». Nous avons donc traversé l'Atlantique. Mais vous vous souvenez peut-être que Jane Fonda avait pris la parole au cœur de la manifestation romaine. C'est que l'histoire de la construction mythologique d'une société militante dans les luttes politiques d'après 68 est, comme l'a montré Michel Zancarini-Fournel, une histoire transnationale et plus précisément une histoire italo-américaine.
Ce sont les féministes new-yorkaises du mouvement WITCH, pour Women International Terrorist Conspiracy from Hell, conspiration internationale terroriste des femmes de l'enfer, qui adoptent pour la première fois, lors de la fête d'Halloween de 1968, le costume de la fête enfantine. C'est une autre tradition qui est alors mobilisée, celle des fameux procès des sorciers et des sorcières de Salem entre février 1692 et mai 1693, entraînant l'arrestation d'une centaine de personnes dans plusieurs villages du Massachusetts et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. On interprète moins aujourd'hui l'événement comme une hallucination collective provoquée par l'ergot du seigle, ça c'était la vieille hypothèse, que comme une querelle de voisinage qui tourne mal, affolée par le climat d'angoisse qui assiège la petite communauté puritaine de la Nouvelle-Angleterre, se sentant isolée face au soulèvement des Amérindiens. C'est ce spectre politique-là, celui colonial d'une vengeance des esprits sauvages qui littéralement les hante. Mais dans la culture américaine, les procès de Salem valent surtout pour leur épilogue judiciaire, l'appel du clergé bostonien fondant sur cette expérience de la déraison populaire un empire du raisonnable juridique, affirmant, selon l'expression célèbre du gouverneur William Phillips, il apparaît préférable que des sorcières suspectées puissent s'échapper plutôt qu'une seule personne innocente soit condamnée. Reste que si les féministes du Witch s'emparaient de cette histoire politisée d'Halloween, c'est au double filtre de sa relecture par Arthur Miller en 1950 comme une allégorie dénonçant le maccarthisme, c'est-à-dire la traque des militants communistes dénoncés comme une chasse aux sorcières, mais aussi au filtre de tout ce qui vient acclimater cette histoire dans la culture populaire. On pense évidemment à la série télévisée Bewitched, ma sorcière bien-aimée, dont le dernier des 254 épisodes fut précisément diffusé en mars 1972 et dans laquelle, vous en souvenez peut-être, la sorcière Samantha doit faire usage de ses pouvoirs surnaturels pour accéder, c'est paradoxal, à la normalité conjugale d'une vie de couple avec Jean-Pierre, et ce, contre sa belle-mère. Ce n'est pas pour me vanter, mais je crois qu'on est maintenant très très loin de l'histoire médiévale. Il est vrai qu'on est en droit de se poser la question, doit-on encore se référer à l'historicité de la persécution des sorcières dès lors que celle-ci constitue un mythe contemporain et que la raison d'être du mythe, après tout, c'est ce que dit Claude Lévi-Strauss, c'est d'abolir le temps en nouant contre lui une véritable conjuration rituelle. Je cite l'auteur des Mythologiques, « Poussée jusqu'à son terme, l'analyse des mythes atteint un niveau où l'histoire s'annule elle-même. » Prenons le cas des vampires. The Vampire, publié en Angleterre en 1819, d'abord sous le nom de Lord Byron, fut composé par l'un de ses jeunes disciples, le médecin John William Polidori, dans cette fameuse villa Diodati sur le bord du lac Léman, où des Anglais bien nés, la tête échauffée par ce romantisme noir qui apparaît bien ici comme une révolte moderne contre la modernité, où ces jeunes Anglais donc inventent des histoires à se faire peur. Donc pour Mary Shelley, ce sera Frankenstein, un grand mythe contemporain, et pour Polidori, le vampire littéraire, le vampire fictionnel, qui est repris en 1897 par l'Irlandais Bram Stoker dans son grand roman noir fin de siècle Dracula, qui donne ses traits au vampire contemporain, un revenant suceur de sang.
Certes, dans ce roman, un éminent professeur de Bucarest révèle au narrateur la vie antérieure de Dracula. Il a déjà existé, voici plusieurs siècles, au XVe siècle précisément, dans le pays par-delà la forêt, c'est-à-dire en Transylvanie. C'était un prince de Valachie, le voïvode Vlad III Tepes, dit l'Empaleur, qui, comme son nom l'indique, était au XVe siècle un virtuose du sexe du pouvoir, redoublant d'énergie et de fantaisie dans les mille et une manières de saigner, d'empaler, d'écorcher et de faire bouillir ses ennemis. On le surnommait aussi Dracul, peut-être parce qu'il appartenait à l'ordre du Dragon, fondé par l'empereur Sigismond de Luxembourg en 1408, mais c'est pour le roi de Hongrie, Mathias Corvin, qu'il combattait les Turcs, ravageant les villages bulgares, y réalisant d'assez beaux scores quand même, puisque là, il a un tableau de chasse, il amène tout fier à Mathias Corvin, 23 883 têtes coupées, en 1458, qui embarrasse un peu son protecteur, et c'est pour convaincre ses alliés à Rome que de la nécessité de se débarrasser de ce croisé trop zélé, du fait de ces inhumaines cruautés, je le cite, que Mathias Corvin fait imprimer à Vienne en 1463. 1463, c'est quand même très récent, hein, c'est le début de l'imprimerie, et voilà le premier livre d'histoire immédiate, 1463, l'histoire du prince Dracula, faisant étalage de crimes atroces. Aussi, Vlad devient-il, de son vivant même, il meurt en 1476, un personnage de légende, ou en tout cas d'une fiction politique qui le présente comme un justicier ambigu, héros sanguinaire de la chrétienté des conflits, et on connaît ainsi 16 éditions de l'histoire du prince Dracula de 1488 à 1568, avec des versions allemandes et russes, dont Matej Kazatchou a établi l'édition critique. Reste que faire l'histoire de ce mythe contemporain de Dracula à, disons, Buffy contre les vampires, pour prendre un jalon dans la féminisation de cette mythologie qui accède aussi en même temps au rang d'icône de la culture adolescente. Faire cette histoire, donc, c'est traquer une figure imaginaire qui, à travers la métamorphose de ses fables, pose les questions de l'identité, de la foi, de la mort. Ce n'est en aucune manière mesurer la distance qui sépare ces constructions fictionnelles du référent historique du comte Dracul, Vlad III l'Empaleur, dans la géopolitique de la friction des empires germaniques et ottomans au XVe siècle. Donc on peut effectivement faire l'histoire culturelle des vampires en disant qu'elle a totalement largué les amarres d'avec le comte Dracul, disons, historique. Mais rien de tel avec les sorcières. Il ne suffit pas, je crois, de dire que les sorcières mobilisées dans les luttes féministes n'ont plus rien à voir avec l'existence historique des sorcières depuis le XVe siècle et doivent être traitées comme un mythe du contemporain, puisque celui-ci, non seulement dans effectivement les écrits théoriques, s'autorise de l'histoire, mais prétend au contraire en imposer à l'histoire. Tel est le cas du livre encore très influent dans les cercles militants et au-delà de la philosophe italienne Silvia Federici, Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive, dont la première édition anglaise est parue en 2004, mais qui en fait reprenait pour une bonne part les thèses et le matériau d'un livre qu'elle avait fait paraître 20 ans plus tôt, en 1984, avec la féministe Leopoldina Fortunari. Donc 84, nous sommes bien là dans la
retombée intellectuelle de cette décennie du long mai 68 italien. Et lorsque le livre est traduit en français en 2014, c'est donc avec un effet retard étrangement intempestif, car, je l'ai dit, ce livre prétend en imposer à l'histoire, et ce de deux manières. D'abord, il en impose du point de vue de la théorie de l'histoire, puisque la thèse centrale, reprenant de manière très sommaire, disons le plus rigide, des schémas marxistes de transition du mode de production féodal au mode de production capitaliste, prétend que l'extermination des sorcières, je cite, était, je cite encore, une guerre menée contre les femmes, accompagnant l'accumulation du capital et la formation du prolétariat moderne, et ce, au prix, je cite encore, d'une tentative pour criminaliser le contrôle des naissances et placer le corps des femmes, l'utérus, au service d'une augmentation de la population. Ça paraît en France en 2014, alors qu'effectivement, vous entendez quand même que c'est très vintage. Inutile de préciser ici, sans doute, que ces raisonnements massifs n'ont plus cours dans la science historique d'aujourd'hui, si tant est qu'ils ont eu un moment court quelque part. Mais pourtant, le livre prétend en imposer à la probité des historiennes et des historiens en affirmant que, je cite encore, « l'indifférence des historiens à l'égard de ce génocide a frôlé la complicité, l'effacement des sorcières ayant contribué à banaliser leur élimination physique du budget. » Est-il, là encore, besoin de préciser que l'historiographie sur la persécution des sorciers et des sorcières est immense, que le sujet, loin de laisser les historiennes et les historiens indifférents, n'a cessé de les passionner. L'historiographie savante n'est pas ici mon sujet. Enfin, je signale juste que le grand livre de Carlo Ginzburg sur les batailles nocturnes date de 1966 et celui de Robert Mandrou, magistrat et sorcier en France au XVIIe siècle, 1968. Donc cette histoire savante, elle est contemporaine de celle des mobilisations dont je parle, mais dans le livre de Silvia Federici, dont je ne parlerai pas s'il n'était pas très influent aujourd'hui, cette suspicion généralisée à l'égard des historiennes et des historiens plane sur le livre, tentant d'imposer l'idée absurde qu'il s'agirait là d'une histoire occultée. Ainsi, Silvia Federici affirme que des centaines de milliers de femmes ont été brûlées, pendues et torturées en moins de 2 siècles. Alors là encore, pour mémoire, signalons que le consensus savant s'établit actuellement sur une estimation pour la période qui va du XVe au XVIIe siècle de 40 à 70 000 victimes, dont 2 tiers de femmes, ce qui est déjà considérable. Mais évidemment, rien de commun avec ce qui est avancé là, et pire encore, dans une longue note alambiquée du livre, note 11, page 254, où l'on lit « Certaines féministes affirment que le nombre des sorcières exécutées est égal à celui des Juifs dans l'Allemagne nazie. » Donc là, effectivement, et ça c'est le chiffre de 9 millions de victimes de la chasse aux sorcières, est apparu au XIXe siècle et traîne encore dans des livres très récents. Au moins, de ce point de vue-là, on peut dire que le livre de Mona Chollet, Sorcières, la puissance invaincue des femmes, ne prétend pas faire la leçon aux historiennes et aux historiens. Elle ignore à peu près l'histoire, mais ne la méprise pas et ne l'insulte pas, ce qui est déjà pas rien. Paru en 2018 dans le sillage de l'insurrection féministe de MeToo, c'est à la fois un best-seller et un long-seller qui reprend
l'essentiel des thèses de Silvia Federici. Mona Chollet, journaliste au Monde diplomatique, ne s'embarrassant pas du passé historique des sorcières, en fait, elle s'inscrit dans une veine du féminisme radical, à la fois plus littéraire et plus psychanalytique. Une veine qu'on pourrait d'ailleurs dire spécifiquement française, parce qu'elle trouve ses origines dans la revue Sorcière de Xavier Gauthier, qui depuis 1976 précisément publie des articles de Marguerite Duras, de Hélène Cixous et de bien d'autres sur la parole féminine, sur le sexe, sur la folie, sur la nature. En réalité, cette veine, elle puise ses racines au XIXe siècle et précisément dans La sorcière de Michelet, 1862, dont je parlerai bien entendu, mais pas tout de suite. Retenons en tout cas que les sorcières mythologiques de Mona Chollet sont une icône féministe qui lui permettent de poser des questions décisives, il est vrai, sur les normes de genre, notamment quant à la réprobation morale qui pèse sur le vieillissement des femmes. Ainsi situe-t-elle elle-même son livre à mi-chemin entre le combat politique et le développement personnel. Alors, dès lors, effectivement, les historiennes et les historiens de métier sont embarrassés, comme ils sont d'ailleurs souvent embarrassés avec toute la pop culture historique. Que faire de Mona Chollet? Au mieux, il lui accorde du bout des lèvres valeur de symptôme. Au fond, symptôme du devenir slogan de son sous-titre « La puissance invaincue des femmes », dont on suit effectivement la fortune ou l'infortune dans la société du spectacle actuel. On pense évidemment aux femmes puissantes de Léa Salamé. Alors, il est facile, à partir de ce moment-là, à une historienne très reconnue de la persécution des sorcières, comme Martine Ostorero, de récuser entièrement cette mythologie. Les sorcières n'étaient ni des rebelles, ni des femmes puissantes, mais des victimes, des dénonciations, des jalousies, des querelles de voisinage, reformulées en accusations de sorcellerie par l'institution inquisitoriale. Cette fama enclenchait une machine discursive qui, à force d'interrogatoires et de tortures, finissait par leur faire avouer le crime de sabbat qui leur valait souvent d'être exécutés. Pour ne prendre qu'un seul exemple, mais qui est peut-être le mieux documenté aujourd'hui et que l'on trouve analysé dans le très beau livre de Michel Porret, L'ombre du diable, paru en 2009, Miché Chauderon, la dernière des sorcières exécutées à Genève le 6 avril 1652, le fut sur la foi du témoignage de 8 de ses voisines mécontentes que cette veuve, qui était lavandière de son état et qui surtout était isolée, c'est le cas de beaucoup de sorcières, elle est isolée parce que veuve et parce que catholique, leur est refusé ses talents de guérisseuse. Alors d'abord, on l'accuse de vol, et puis ensuite, les juges s'acharnent sur elle, trouvent l'ombre du diable, c'est-à-dire une marque sur son cou qui prouverait la possession, et elle finit sous la torture par avouer ce qu'ils veulent entendre d'elle. Faut-il alors se contenter d'opposer aux constructions mythologiques la leçon des faits? Sans doute vivons-nous dans un monde où ce n'est pas suffisant, ni moralement, ni méthodologiquement. Aussi proposerais-je ici de suivre désormais une histoire de la puissance. Effectivement, prendre au mot cette question de puissance. Si les sorcières n'ont pas été historiquement des femmes puissantes, on peut
avec elle, proposer le modèle d'une histoire en puissance, qui est le contraire, en somme, d'une histoire en force, une histoire de forceur ou de forceuse, qui plie le passé au gré des besoins du présent, mais une histoire en puissance parce qu'elle sait se montrer accueillante à cette mise en puissance de la force qu'Aristote définissait dans la métaphysique comme une virtualité toujours détachée de sa mise en acte. Ce qui a puissance d'être peut aussi bien être et n'être pas. Alors, on va me dire tout cela est bien théorique, donc repartons, si vous le voulez bien, pour simplifier, de l'endroit où je vous laissais la semaine dernière, à la fin de la dernière séance, le 1er juin 1310, Marguerite Porrette est brûlée en place de Grève à Paris. C'est là où on s'était arrêté. Ce n'est assurément pas une sorcière, mais une béguine qu'on accuse d'hérésie, parce qu'elle a écrit un livre qu'un juge de Valenciennes lui a demandé 10 ans avant de détruire et de ne pas faire circuler, et qu'elle s'est obstinée à ne pas le détruire et à le faire circuler. Donc, elle est exécutée. J'avais dit alors que ce livre était le miroir des âmes simples et anéanties, et que ce livre était un admirable traité mystique de l'amour de Dieu comme blessure, comme langueur, comme défaillance d'une âme annihilée, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire qu'il n'y a que pour nous que Marguerite est l'autrice de ce livre à la poétique si puissante, dans laquelle une pauvre créature, derrière les masques de l'inspiration ou de la possession, s'affirme comme autrice à part entière, jouant de tous les codes littéraires aristocratiques, de la poésie à la chanson de geste. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que quand elle meurt en 1310, c'est broyé par la machine d'État qui fait de son procès incompréhensible si on ne le situe pas dans la grande vague des procès politiques de Philippe le Bel, je l'avais dit, une minutieuse inquisition destinée à élargir l'imputation d'hérésie à toute forme de dissidence religieuse et à faire de cette nouvelle hérésie une cause royale. À ce moment-là, des théologiens ont été interrogés pour qualifier cette hérésie de Marguerite Porrette. Ils ont déclaré alors que Marguerite était coupable de l'hérésie de libre arbitre. Mais cette imputation d'hétérodoxie est une invention du discours clérical des années 1290 qui désigne, évidemment pour la disqualifier, une forme d'autothéisme. Ils l'ont fait sur la foi, sur la base, plus précisément, de 15 extraits de son livre qu'ils ont versés aux pièces du procès et qui se trouvent dans la sentence. Donc, Marguerite est brûlée avec son livre, et il y a simplement 15 extraits de ce livre dans son acte d'incusation. Marguerite Porrette était donc vaincue. Son aventure spirituelle avait été dite avec des mots qui n'étaient pas les siens. Il ne restait rien de sa parole vive, rejoignant ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avaient abattues, pour citer Michel Foucault dans la somptueuse préface à ses vies des hommes infâmes. Donc on entend en 1310 plus rien d'elle, sinon le bruit de fond de cette machinerie politique à produire une immense possibilité de discours, pour le dire encore avec Foucault, une possibilité, là encore, oui, c'est-à-dire une parole en puissance, mais qui, le plus souvent, se réduit au silence. Et ce, jusqu'au jour où, en 1946, une historienne italienne nommée Romana Guarnieri rapproche ces extraits, les 15 extraits de l'acte d'accusation
d'un texte qui circule depuis le XVe siècle comme un traité anonyme d'un mystique français. Et une fois ce texte édité, la démonstration fut faite que non seulement le livre de Marguerite Porete avait survécu, mais qu'il avait en fait circulé sous un nom d'emprunt très largement dans toute l'Europe, dans une traduction latine, mais aussi italienne et anglaise. On a alors compris que c'était bien le livre brûlé en place de Grève à Paris qu'avaient lu et admiré tant de lecteurs, et en particulier tant de lectrices, depuis la poète pieuse et humaniste Marguerite de Navarre au XVIe siècle, jusqu'à la philosophe française Simone Weil, qui le lit à Londres en 1943, l'année de sa mort. Son titre, Le miroir des âmes simples et anéanties, et qui seulement deviennent en vouloir de désir d'amour. Ainsi faut-il comprendre dans ce cas particulier que Marguerite Porete fut vaincue avant d'être invaincue. Elle est morte vaincue, ce n'est que pour nous aujourd'hui qu'elle est invaincue. Voilà ce que l'on pourrait donc appeler la mise en puissance de l'histoire, pour laquelle, sans doute, rien n'est jamais perdu. En 1310, je l'ai dit, la persécution des sorcières n'a pas débuté. Mais l'obsession démoniaque commence à travailler la pensée scolastique, puisque c'est un fait bien connu qu'il faut pourtant ici rappeler, ce sont les élites savantes qui, les premiers, ont cru à la sorcellerie démoniaque. 10 ans après, en 1320 donc, le pape Jean XXII rassemble 10 experts, théologiens et maîtres de l'université pour les consulter sur une question qu'il estime cruciale. Les sorciers, qui se livrent à des maléfices, doivent-ils être tenus pour hérétiques ou doivent-ils seulement être jugés comme sortilèges? Et, poursuit-il, comment doivent-ils être punis selon l'une ou l'autre de ces qualifications? Dans la tradition de l'Église, l'hérésie, c'est une opinion erronée et obstinée en matière de foi. Rien de commun avec les pratiques magiques ou les dissidences sexuelles. Ceux qui croient au sortilège et à la possession démoniaque, à la magie noire, sont quant à eux des faibles d'esprit, trompés soit par des imposteurs, soit par une illusion diabolique, mais en aucun cas ce ne sont des hérétiques. Or, cette année-là, 1320, Jean XXII se laisse convaincre par l'opinion du franciscain Enrico del Carretto, qui soutient l'idée que la sorcellerie repose sur un rite satanique pensé comme l'analogue et l'opposé du sacrement divin. Le pacte diabolique était né, et comme l'a montré Alain Bourreau, il fut conçu au miroir du ravissement divin. Voilà pourquoi, même s'il ne s'agit encore que de sorciers, cette anthropologie scolastique est travaillée par le principe du féminin, puisque si les femmes exaltées du début du XIVe siècle, dont on a parlé ensemble, offrent leur corps à la possession surnaturelle, il faut bien qu'il y ait plus généralement dans l'esprit humain, il faut bien imaginer dans l'esprit humain des failles dans la conscience, des béances, ou dans le sujet, où l'esprit bâille et s'offre à Dieu comme au diable. Tout est donc prêt, disponible, conceptuellement et institutionnellement, pour que se déclenche la répression de la sorcellerie démoniaque, puisque c'est bien la sorcellerie démoniaque qui est le cœur du problème. Dès lors que la machine inquisitoriale, lancée à vive
allure et ne trouvant pas d'ennemis pour s'alimenter, ne cesse d'élargir la notion d'hérésie. Cette chasse aux sorcières va connaître ce que Jean-Baptiste Boudet appelle un retard à l'allumage de 100 ans, mais elle est mise en puissance, mise virtuellement à disposition. Et pourquoi ce retard à l'allumage au bûcher ? Parce que les conditions politiques ne sont pas encore réunies. Elles ne seront réunies que dans les années 1430 pour faire des pratiques magiques de sorcellerie démoniaque, la nouvelle cible de l'imputation d'hérésie. Un chroniqueur lucernois du nom de Hans Freund rapporte qu'en 1428, on découvra dans le pays et l'évêché de Vaud la méchanceté, les meurtres et l'hérésie des sorcières et des magiciens, hommes et femmes. Une centaine d'entre eux s'apprêtaient, dit-il, à élire un roi qui allait renverser la chrétienté. Donc c'est donc déjà un complot que les inquisiteurs prétendent avoir découvert, déclenchant 200 bûchers. En un siècle, de 1430 à 1530, dans le pays de Vaud, on compte environ 500 procès, dont 350 donnent lieu à des exécutions. Il s'agit d'hommes dans 70% de cas. Dans le Dauphiné, où l'on connaît, dans cette même période, 1430-1530, 362 procès, eh bien la proportion est inverse, 70% de femmes parmi les victimes de la persécution. À ce moment-là, l'arc alpin occidental et principalement donc du Dauphiné au Val d'Aoste est principalement touché et progressivement le nord de l'Italie, la Bourgogne, les Flandres ainsi que le sud de l'Allemagne et les Pyrénées espagnoles connaissent des exécutions pour sorcellerie démoniaque et cette géographie s'étend. Il est presque impossible d'en donner une vision d'ensemble, même si cette géographie semble dessiner les marges disputées des grands ensembles politiques. On pourrait dire que chacune de ces affaires devrait être référée à un contexte spécifique. C'est par exemple le cas de la Vauderie d'Arras, éclairé par l'étude exemplaire de Franck Mercier. En 1459, le tribunal d'inquisition enquête sur des cas de possession démoniaque. 29 personnes sont condamnées, hommes et femmes de tout rang social, et 12 exécutés au bûcher l'année suivante, 1460. L'affaire est exceptionnelle parce qu'en fait, elle rebondit en 1491 par l'ouverture d'un second procès qui réhabilite les victimes. C'est que les implications politiques de ces procès sont décisives. Arras appartient au duché de Bourgogne, qui dispute au royaume de France la notion de majesté. Les ducs aussi veulent leur majesté. Or, l'accusation de complot satanique permet aux juges d'Arras, et notamment à Jacques Dubois, qui est un jeune théologien de l'Université de Paris, d'argumenter en faveur de la possibilité pour le duc de Bourgogne aussi de faire jouer à son profit le concept de crime de lèse-majesté, car la majestas, comme l'a montré Jacques Chifolot, est ce lieu vide de la mise en puissance de la souveraineté politique qui ne peut se définir que par ce qui la lèse. Là encore, le procès en sorcellerie est la manifestation politique d'un État en puissance, l'État de Bourgogne, par le maniement de l'hérésie. Il y avait à Arras 10 femmes parmi les 27 accusées et elles seront 8 parmi les 12 exécutées. Donc on voit effectivement que la bascule se fait sans doute à ce moment-là. Si les femmes vont devenir de plus en plus importantes pour, je le répète, sans doute les 2/3 de l'ensemble au total européen de la persécution. Si l'inquisiteur bourguignon Nicolas Jacquier vise dans son traité contre les sorcières de 1458 les enchanteurs hérétiques, ce n'est que 10 ans plus tard, en 1468,
avec le fameux Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières des dominicains Henri Institoris et Jacques Sprenger, que la sorcellerie devient affaire de femmes. Ce sont elles, disent les inquisiteurs dans le marteau des sorcières, qui folâtrent avec les démons, car la possession satanique passe toujours par la passion charnelle dont les femmes sont insatiables. Par nature, la femme est donc cette mauvaise femme auquel son nom même la condamne, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais nos deux dominicains le précisent, Femina vient de fée et de minus, car toujours la femme a moins de foi. Eh oui, il suffisait d'y penser. Le marteau des sorcières marque un véritable tournant dans la démonologie savante. On en compte 35 éditions entre 1487 et 1669, et sa diffusion est considérable. Sans doute avez-vous compris que je n'avais nulle intention de raconter l'histoire générale de la persécution des sorcières, me contentant de renvoyer à l'immense bibliographie. Je signale notamment la synthèse récente de Ludovic Vialet, parue en 2022. Je me risquerai encore moins dans l'épineuse question de l'historicité du sabbat des sorcières posée par Carlo Ginzburg en des termes qui mettent en rapport la morphologie et l'histoire. Il s'agissait juste ici de pointer la spécificité médiévale et moderne de la persécution de la sorcellerie démoniaque dans laquelle les femmes apparaissent majoritairement, mais non exclusivement, et jamais sous la forme triomphale et rebelle que leur prêtent certaines féministes radicales. Reste qu'un historien comme Carlo Ginzburg, justement, ne s'est jamais résolu à cet effacement des sorcières dans une histoire politique de la sorcellerie, faisant la part belle seulement à la culture savante et aux mécanismes du pouvoir. Parce qu'il avait lu La sorcière de Michelet au crible d'une lecture gramscienne de la culture des subalternes, il voulait ardemment, il veut encore y voir une incarnation de la révolte, travaillée par le féminin, électrisé qu'il fut par cette fulgurance de l'introduction à la sorcière de Michelet. D'où date la sorcière, je le dis sans hésiter, des temps de désespoir. A-t-on d'ailleurs assez remarqué l'étrangeté de la formule « d'où date » qui substitue l'espace au temps et fait la cartographie d'une chronologie impossible. C'est que la sorcière que Jules Michelet fait paraître en 1862 semble renoncer à l'ordre du temps historique. Dans sa première partie au moins, plutôt que de traîner dans les explications prolixes, écrit l'historien, il semble lâcher documents, contexte et causalité pour suivre, je le cite, un petit fil biographique et dramatique, la vie d'une même femme pendant 300 ans. Plus loin d'ailleurs, cela devient une biographie de 1000 ans, car, là encore, la chronologie s'étire au point d'en devenir totalement indistincte. C'est depuis une époque vague de la chute de l'Empire romain que l'on suit les métamorphoses ou les revenances d'une seule femme, qui est d'abord une petite serve, qui devient une villageoise enrichie au XIVe siècle, puis une vieille femme au XVIIe siècle, comme la Sylphide de Chateaubriand. Elle vit au ralenti une épopée de l'intériorité qui, parce qu'elle est sœur de la nature, prend la dimension d'un monde dès lors qu'est prononcé le pacte avec le diable. Ainsi Michelet, dans cette fiction rassemblant les existences de toutes les sorcières dans la courbe d'une seule vie rêvée, la sorcière, observée depuis les transformations de sa propre subjectivité, cherche à comprendre, je le cite, comment la femme put devenir sorcière.
Alors tout ça, évidemment, avec des majuscules. Lorsque Michelet écrit « la femme » pour exalter le génie propre d'un tempérament donné par la nature aussi avec une majuscule, on peut lire charitablement le féminin, mais malgré cela, il est quand même difficile, il est en fait impossible, de ne pas voir dans ce livre étrange, crypté, et tout entier pénétré de l'ésotérisme du XIXe siècle, la matrice de nos mythologies contemporaines sur les sorcières. Voilà pourquoi, lorsqu'il sort de l'oubli, dans les années 50, notamment par les lectures de Roland Barthes, de Georges Bataille, de Michel Serres, le livre de Michelet est saisi comme un roman en devenir, plongeant dans les profondeurs du mythe pour défaire les causalités, pour mettre fin au désolant spectacle de la finalité. Michelet abandonne les pesanteurs mortifères de l'histoire pour renouer avec cette vie véritable qui fait trembler l'âme, car l'histoire, en somme, est une littérature en devenir, en puissance. Elle est au bord de changer de rayon dans la bibliothèque. Vous savez, c'est ce que Vincent de Banne a appelé dans la préface à la Pléiade de Claude Lévi-Strauss le coup de Cuvier. Cuvier, le naturaliste, louait les qualités littéraires de Buffon pour mieux réfuter la valeur scientifique de son histoire littéraire, prétendant qu'on ne peut en même temps se donner au langage et atteindre à la science. Donc, voilà, il est au bord de changer de rayon de bibliothèque, mais justement, Roland Barthes, qui est beaucoup plus historien qu'on le pense, retient Michelet au bord de la discipline historique. Dans sa préface à La sorcière, il note qu'en faisant l'histoire de la sorcière et non de la sorcellerie, Michelet annonce le choix fondamental de l'ethnologie moderne, partir des fonctions, non des institutions. Mauss ramène la magie aux magiciens, c'est-à-dire à toute personne qui fait de la magie. C'est ce que fait Michelet. Ce qui le retient dans la sorcellerie, c'est une fonction personnalisée. Dans cette brèche vont s'engouffrer les historiens qui, tel Jacques Le Goff, trouvent en Michelet un défenseur du droit à l'imagination sans lequel il n'y a pas d'anthropologie historique possible. Alors, comment lire La sorcière aujourd'hui ? Dans un livre récent et remarquable, paru en 2024 sous le titre « La pensée sorcière », Michelet 1862, Paul Petitier, qui est un grande spécialiste de sa vie et de son œuvre, propose de le faire à rebours de son élan narratif mythographique à partir du motif du renversement, de l'inversion, par lequel la sorcière fait trembler justement l'inquisiteur. Ainsi, les grands cycles de la philosophie de l'histoire de Vico se compliquent-ils par justement les ruses qu'anime, je retiens l'expression de Paul Petitier, la malice du devenir. La malice du devenir. Pour la saisir, il convient d'abord de ramener le livre aux conditions historiques de sa production. En 1862, le Second Empire aborde juste son tournant libéral, la censure frôle encore pourtant, et d'ailleurs La sorcière, jugée anticléricale, est imprimée en Belgique car son éditeur, Hachette, craint un procès. Nul doute d'ailleurs que sa postérité eût été tout autre si, comme Madame Bovary et Les Fleurs du Mal dans les mêmes années, La sorcière avait été la cible des juges. Car c'est évident que c'est avec la littérature que se mesure Michelet. Victor Hugo, bien entendu, son grand autre, mais aussi George Sand, dont la petite fadette, comme l'a montré Vincent Robert, fait en 1849 de La sorcière une incarnation républicaine travaillant à la politisation des campagnes. La lourdeur désespérante du climat politique des années 1860 oblige, en tout cas, les historiens à ruser avec le contemporain, allégorisant leur hantise ou leurs espérances. Et pendant que Edgar Quinet écrit Merlin l'Enchanteur, son ami Jules Michelet écrit La sorcière, et dans un cas comme dans l'autre, les thèmes de la magie et de la nature permettent d'exprimer l'instabilité politique en la
métabolisant. Si Michelet publie ce qu'il appelle ses petits livres, l'oiseau, 56, l'insecte, 57, l'amour, 58, la femme, 59, la mère, 60 et la sorcière, 62, c'est aussi parce que ces tomes de l'histoire de France ne se vendent pas aussi bien qu'il voudrait et que les écrire l'accablent. Particulièrement d'ailleurs les 2 tomes sur Louis XIV qui l'ont épuisé, l'interminable agonie du XVIIe siècle, monarchique et dévot, l'assomme. Il a hâte de rejoindre le XVIIIe siècle, qui effectivement est son véritable grand siècle, mais le chemin est encore long, jusqu'à la Révolution française, dont il rédigea l'histoire de 1847 à 1853, entre les volumes 6 et 7 de l'histoire de France, entre Louis XI et la Renaissance. Et c'est évidemment la Révolution française qui fait de la Renaissance sa fille, je dirais, parce que, en fait, dans tous les cas, c'est pour hâter le cours du temps qu'il interrompt son grande œuvre. Et ces interruptions sont à la fois des diversions et des accélérations. Dans le cas de La sorcière, Michelet rédige le livre fiévreusement en 4 mois, remployant beaucoup de matériel accumulé pour l'histoire de France, ainsi des procès de sorcellerie de Louviers et de Loudun, qui alimentaient le récit du volume sur le XVIIe siècle, mais aussi de l'affaire Catherine Cadière, qu'il avait déjà rencontrée pour préparer son cours sur les jésuites et qu'il avait mis en réserve pour le XVIIIe siècle, puisque Catherine Cadière, c'est une pénitente toulonnaise, violée par un jésuite, Jean-Baptiste Girard, alors qu'elle avait 19 ans, et qui fut ensuite dénoncée par son violeur comme sorcière, condamnée à la potence en 1731, mais innocentée in extremis sous les vivats de la foule aixoise. Donc c'est une happy end, et le récit de l'affaire Cadière-Girard est sans doute l'impulsion initiale de l'écriture d'un livre dont il occupe quand même le quart. Il s'impose comme cassure chronologique entre 2 histoires, celle intemporelle d'une biographie de Milon dans la première partie, faisant de la sorcellerie un phénomène profondément médiéval, et de l'histoire moderne, d'une certaine manière, son épuisement, et l'ensemble forme, pour Paul Petitier, une mythe-histoire dont l'écriture hybride peut se décrire de manière genrée. C'est l'œuvre d'un historien mentalement queer, risque-t-elle en conclusion. Il est vrai que la passion amoureuse de Michelet pour sa jeune épouse Athénaïs l'invite à se rêver en être androgyne, rassemblant plusieurs temporalités de l'histoire que lui estime féminines et masculines, et dans une sorte de grand corps stylistique. Évidemment que nous ne croyons plus aujourd'hui dans ces totalité mythologique. Et c'est peut-être depuis ces renversements internes, ces inversions symboliques et ces failles qui en minent la cohérence que l'on peut encore lire Jules Michelet aujourd'hui. Les auditeurs du cours d'Antoine Lilti savent que nous débattons, lui et moi, en ce moment, avec ce problème. Dans sa leçon de la semaine dernière consacrée à l'histoire est-elle universelle, Antoine Lilti échappait à l'embarrassant lyrisme de la liturgie micheletienne de la nation française en accompagnant son pas de côté vers la Bible de l'humanité de 1864. Non que la généalogie universaliste que Michelet y propose nous paraisse moins étrange, mais c'est dans le passage d'un livre à l'autre, ou dans les passages qu'il fore à l'intérieur de ses propres livres, que Michelet est peut-être le plus fréquentable, car il ne cesse jamais alors d'y déstabiliser ses propres convictions. Son histoire de France n'est providentialiste et essentialiste que si on la ramène à une collection de citations grandiloquentes, mais dans son mouvement même, elle ne cesse de contester ses propres fatalités. Ces petits livres servant à faire retour sur le grand qu'il complique et rend ambivalent. Ainsi, La sorcière peut être aussi lue comme un adieu au Moyen-Âge romantique qu'il s'était inventé et qui tremble désormais sur ses bases. Tremblez, tremblez,
les sorcières reviennent. Ce qu'elles font à la narration historique, et j'en termine par là, j'ai proposé malgré tout de la décrire comme une histoire en puissance, qui ne serait certes pas réconcilier le mythe et l'histoire, nul ne songerait à imiter Michelet dans son désir de mythe-histoire, mais qui ne renonce pas pour autant à l'ambition émancipatrice de la narration historique. Il y a aujourd'hui, au Ghana, d'après Amnesty International, 500 à 800 femmes, parfois très jeunes, mais le plus souvent des veuves âgées, qui vivent dans des camps parce qu'elles ont été accusées de sorcellerie. Le fait est aussi attesté en Inde et au Népal. Il y eut jadis, en Europe, des femmes victimes d'une inquisition qui chassait sans répit la possession démoniaque. Sont-ce les mêmes? En tout cas, ce n'étaient pas des femmes puissantes, même si elles peuvent nous parler, nous encourager à écrire une histoire des puissances d'agir des femmes soumises à la domination. Féminicide est le nom qu'on emploie aujourd'hui pour désigner le meurtre d'une femme en tant qu'elle est une femme. Par conséquent, il est légitime de se demander si la persécution des sorcières fut un féminicide, de même qu'il est légitime d'en proposer une histoire mondiale, comme l'a proposé Christelle Tarot en 2022, au risque peut-être d'une dilution excessive de la notion. Mais on s'étonne d'y voir le chapitre sur la chasse aux sorcières, confié à la coordination de Silvia Federici, qui adopte pour cela un très étrange artifice typographique. Les sorcières y sont systématiquement guillemettées. Et à la première occurrence, une note justifie ce choix. Les sorcières n'existent pas. Nous avons fait le choix d'indiquer le mot entre guillemets, sauf dans les discussions historiques, afin de respecter le langage de l'époque. Mais bien entendu que les sorcières ont existé. Pas nécessairement comme on a pu croire ou feindre de le croire. Bien sûr qu'elles ont existé, mais comme ont existé, comme existe aujourd'hui cette figure imaginaire de la sorcière féministe. On peut dire aussi qu'elle existe, puisqu'elle consiste en un mythe contemporain efficace qui agit sur la société. On peut considérer et respecter les deux, et des deux, on peut faire l'histoire. Mais on ne peut pas les confondre en feignant de parler de l'une quand on évoque l'autre, ou de prétendre parler des deux à la fois en un discours à double fond qui, dans ce cas, n'est pas ambivalent, mais duplice. Les guillemets prennent avec des pincettes des mots qu'on prétend ne pas dire tout en les disant, qu'on n'assume pas vraiment, mais qu'on accepte pourtant de mettre en circulation. C'est la forme typographique du déni psychanalytique, le « je sais bien, mais quand même » d'Olivier Manoni, qui, en certaines circonstances, confine à la lâcheté morale. Car, et j'en termine par là, et pardon d'avoir été un peu long aujourd'hui, on ne saurait, mais la semaine prochaine, je ne suis pas là, vous savez. Donc c'est pour ça, je prends un peu d'avance, on se retrouve dans 15 jours. On ne saurait mettre l'histoire entre guillemets. Aujourd'hui, écrit Carlo Ginzburg dans Le fil et les traces, des mots comme vérité ou réalité sont devenus imprononçables pour certains, à moins qu'ils ne soient renfermés entre des guillemets écrits ou mimés. Ce n'est pas en agitant les doigts que l'on conjure le spectre du positivisme, mais plutôt en plaçant justement les guillemets, je veux dire avec justice et justesse pour délimiter la capacité du discours de l'histoire à comprendre son autre, comme le disait Michel de Certeau. Alors Stendhal croyait pouvoir s'en passer, analysant le style direct, libre par lequel le romancier mêle sa propre voix à celle de ses personnages. Carlo Ginzburg y voit un procédé interdit aux historiens, car aux historiennes et aux historiens, leur art est tout autre. Il est de manier les mots avec soin, avec tact, pour prendre soin des morts. Je vous remercie de votre attention et à dans 15 jours.